Je vais te dire un truc que personne n'ose te dire. La plupart des gens passent leur vie entière à courir derrière un bonheur qui n'existe pas. Le mariage, la promotion, la maison avec le jardin. Et ils se disent, en fait, quand j'aurai tout ça, je serai enfin heureux. Et tu sais quoi? Ils vont obtenir ces choses-là. Et 3 mois plus tard, c'est comme s'ils n'avaient rien eu. Le bonheur, il a disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Et ce qui est perturbant dans tout ça, c'est que, en fait, c'est pas un problème de mentalité ou de personnalité. C'est pas qu'on est ingrat, jamais content, jamais satisfait. C'est plus que notre cerveau, il fonctionne comme ça. En fait, on a tous en nous un mécanisme qui efface littéralement notre bonheur. Mais tout seul, hein. Il fait ça tout seul comme un grand, sans demander notre avis. Et tant qu'on ne comprend pas ce mécanisme, eh bien, on va essayer de le combattre toute notre vie. Le truc, c'est qu'on pourra jamais gagner. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Ici Julien et Samir. Et aujourd'hui, on va se parler de bonheur. Parce que oui, on est dans la Systémique du Bonheur. Mais attention, hein, on ne parle pas de bonheur version carte postale, les petites citations dorées que tu accroches sur ton sur ton frigo et que tu lis de temps en temps quand tu vas chercher de l'eau ou un petit truc à grignoter. D'accord, on va te parler ici de ce que la science a découvert et de ce qu'elle nous dit d'important à propos de ce sujet qui est le bonheur. Et on doit te le dire ici, il y a des trucs qui vont probablement venir te déranger, mais c'est important que tu les écoutes et que tu les comprennes. On va, pour ça, partir d'un livre. Un livre qui s'appelle Les mythes du bonheur de Sonia Lyubomirsky. Et c'est une des plus grandes chercheuses en psychologie positive au monde. En fait, elle a plus de 700 études citées dans son travail. Donc, c'est pas de la psychologie de comptoir. D'accord? C'est un truc vraiment bien ancré, qui a été recherché, abouti et qui nous amène des informations ultra précieuses. Et à la fin de cet épisode, tu vas comprendre 3 choses. La première, c'est pourquoi le bonheur s'efface tout seul et ce que tu peux faire. Pourquoi presque tout ce que tu crois sur l'argent, le couple et les objectifs est complètement faux. Et enfin, troisième point, quelques éléments simples, mais validés par la recherche, qui ont le pouvoir de changer véritablement les choses pour toi. Et je te préviens, on va défendre notre colline aujourd'hui. On va dire des choses que les gens n'aiment pas entendre. Parce que la vérité, elle dérange. Mais reste avec nous jusqu'à la fin, parce que tu vas comprendre que ça peut littéralement changer ta façon de voir les choses et de vivre. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un mécanisme dans ton cerveau qui s'appelle l'adaptation hédonique. Alors, c'est un mot un peu barbare, d'accord, mais l'idée derrière, elle est simple. Notre cerveau s'habitue à tout. Mais vraiment, à tout. Le bon comme le mauvais. Je t'explique rapidement ici le mécanisme. Tu vis quelque chose de bien. Tu reçois une bonne nouvelle, tu fais un achat, tu fais une rencontre. Ça monte à l'intérieur de toi, tu ressens ce pic de bonheur, et puis, jour après jour, semaine après semaine, ça redescend tranquillement. Pas parce que les choses ont changé, mais parce que toi, tu t'y es habitué. En fait, ton point de référence s'est déplacé vers le haut et ce qui te rendait heureux hier devient ta nouvelle norme aujourd'hui. Alors, ce qu'on observe, si tu veux, c'est que ce mécanisme, il est encore plus fort avec le positif qu'avec le négatif. C'est-à-dire que tu t'habitues plus vite au bonheur qu'au malheur. Et ce point-là, il est super important. Parce que ça veut dire que ta stratégie interne de ouais, moi je serai heureux quand j'aurai telle chose, je serai heureux quand ceci, je serai heureuse quand j'aurai obtenu ça, en fait, cette stratégie-là, elle te condamne d'avance. Pas parce que tu fais des mauvais choix, ok, ce sont tes choix, ils sont importants, mais parce que ton cerveau, il va effacer systématiquement, ce bonheur que tu vas chercher à travers un accomplissement spécifique. Alors, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut rien accomplir, mais il y a un point, justement, qu'il faudra garder en tête et on va s'en reparler un petit peu plus loin. Lyubomirsky a une image pour ça. Elle dit qu'on finit avec une stagnation du bonheur. T'accumules plein de belles choses et ton niveau de bonheur, lui, il bouge plus d'un iota. Et il revient, en fait, toujours à son point de départ. Imagine un tapis roulant.
Tu cours dessus, tu transpires, tu donnes tout et t'avances pas d'un mètre. Bah, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans ta tête avec le bonheur. Je vais te donner un exemple. On prend le cas d'une voiture. Une personne, elle va rêver de sa voiture pendant des années, peut-être pendant 2 ans. Elle va la regarder tous les jours ou tous les soirs sur internet. Elle va se projeter, elle va l'acheter et le premier jour, tout se passe bien. J'ai enfin atteint mon objectif. Elle va la conduire, elle va en profiter et 2 semaines plus tard, bah, en fait, cette voiture-là, ça devient une voiture quelconque. Ça devient sa voiture, c'est bon, elle est habituée. Un mois plus tard, elle la regarde même plus et là, qu'est-ce que la personne va faire? Bah, elle va commencer à regarder de nouveaux modèles et c'est ça, en fait. C'est un peu comme, une roue de hamster au final. Dès que tu penses avoir atteint ton objectif, ton cerveau, il s'est déjà habitué. Et le truc, c'est que tout le monde vit ça, d'accord? Quand tu achètes un nouveau téléphone, quand tu achètes un nouvel appartement, quand tu passes d'un poste à un autre, en fait, 3 mois après, ça devient quelque chose de normal. En fait, on passe notre vie à courir après des trucs qui s'éteignent dès qu'on les attrape. Et il y a un deuxième chercheur ici qui, en fait, a apporté des choses importantes. Il s'appelle Dan Gilbert. Et lui, il a travaillé à Harvard. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il travaille sur ce qu'on appelle la prévision affective. En gros, c'est notre capacité à prédire ce qu'on va ressentir dans le futur. Et ce qu'il a démontré, c'est qu'on est très, mais vraiment très mauvais à ça. Et c'est-à-dire qu'on se trompe presque tout le temps. On imagine qu'un événement va nous rendre heureux pour toujours ou malheureux pour toujours. Et dans les deux cas, on exagère et pas qu'un peu. Et finalement, bah, c'est jamais ça. Alors, il y a une phrase que j'adore. Il dit: «Rien dans la vie n'est aussi important que tu le crois pendant que tu y penses». On recommence. Rien dans la vie n'est aussi important que tu le crois pendant que tu y penses. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu y penses, cette chose remplit tout ton espace mental. En fait, ça prend toute la place. Mais une fois que tu l'as, ou que tu l'as raté, eh ben, tu sais quoi? Tu passes à autre chose. Ton attention, hop, ça part sur autre chose. Et l'effet sur ton bonheur, il est bien plus petit que ce que tu aurais pu imaginer. Et en fait, c'est ça qui est fou. On souffre à l'avance pour des choses qui, au final, ne pèseront plus rien une fois qu'on les aura. Et le problème, c'est que personne, en fait, ne nous le dit, personne ne nous l'a expliqué. Alors ça paraît intuitif parce qu'on l'a expérimenté, mais le truc, c'est que la société, elle nous vend tout le contraire, même si c'est logique que ça ne va pas se passer de cette façon-là. Donc on grandit avec généralement une seule idée en tête, c'est que on nous dit: «Atteins telle chose et tu seras heureux». On nous parle des diplômes, du mariage, de la maison et le truc c'est qu'une fois qu'on l'atteint et que le bonheur il s'en va, à ce moment-là, on se dit pas: «C'est normal, c'est juste mon cerveau qui me joue des tours, c'est le fonctionnement de mon cerveau». Non, en fait, on se dit qu'il y a un problème chez nous ou alors qu'il y a un problème avec notre propre vie et là, malheureusement, ça commence à faire mal et d'ailleurs, ça me rappelle un ami, à l'époque qui était très malheureux. Je sais qu'il avait passé, une période assez difficile. C'est ce fameux ami, qui me disait très souvent qu'il a besoin de personne pour régler ses problèmes parce que, lui-même, même s'il allait voir un psychologue, en fait, c'est lui qui dirait au psychologue comment faire son métier. Il était très certain de lui, Magnifique. et je lui avais posé, comme question: «Mais en fait, si tu as, ce domaine d'expertise, bah, pourquoi est-ce que tu es toujours, dans le même problème depuis des années?» Et là, il a eu un bug, en fait. Il m'a dit: «Ah, effectivement, ouais, tu as certainement raison, c'est peut-être moi le problème». Et en fait, bah, dans cette période, il me disait souvent: «Il y a rien qui va dans ma vie depuis un certain temps. Maintenant, j'ai juste envie d'avoir un enfant et peut-être que quand j'aurai un enfant, je serai heureux parce que je penserai plus à moi, je penserai à cet enfant». Tu vois Mmh. un peu le truc venir, d'accord? Si toi, tu ne vas pas bien, comment penses-tu qu'un élément extérieur, un enfant, va changer ta vie? Et comment penses-tu que toi, tu pourrais être à ce moment-là à la hauteur pour cet enfant? Puisque déjà aujourd'hui, ça va pas. Donc c'est pas la bonne façon de penser. C'est une manière de compenser au final de, bah, je vais pas bien, je vais essayer de compenser par quelque chose de différent qui, selon moi, me rendra heureux, mais qui au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vas t'en prendre plein la figure et il y a certainement des parents qui nous écoutent, même quand ça va bien dans ta vie et que tu as un enfant, déjà un enfant, c'est pas facile à gérer, d'accord? Ça chamboule une vie. Donc imagine en plus quand tu vas pas bien
Et je vais donner un autre exemple parce que c'était aussi, l'un des principaux problèmes qu'il avait, c'était le couple, d'accord? Donc imagine toi qui nous écoutes que imagine le début d'une histoire d'amour. Au début, tu penses toujours à l'autre, toute la journée. Tu dors plus, ton cœur s'emballe à chaque fois que ton téléphone vibre et tu es prêt à aller au bout du monde pour cette personne, d'accord? C'est le feu, d'accord? C'est un amour qui embrase, ça a l'air magnifique. Mais le truc, c'est que tout le monde pense que c'est ça l'amour. C'est ce que la télé nous a vendu, c'est ce que la société nous a vendu, d'accord? Mais le truc, c'est que contrairement à ce qu'on pense, ça va pas rester comme ça toujours, d'accord? Au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ben, tout ça, ça va redescendre, ça va se calmer. J'ai souvent tendance à dire que, en fait, l'amour du début, c'est un peu comme une flamme. Ça s'embrasse, ça prend feu, très, très vite, d'accord? Mais c'est aussi très instable. Alors que l'amour qui s'installe sur la durée, il y a moins ce feu-là, d'accord? Mais c'est un amour qui est, un peu plus sage, d'accord? Qui mûrit, comme toute personne. Et le truc, c'est que les personnes qui restent avec cette idée de l'amour de départ, l'amour qui s'embrase, qui consume tout, bah, ils finissent par se rendre compte au bout de quelques années que ça change et puisqu'ils restent attachés à cet amour-là, bah, très généralement, l'amour meurt pour eux. Ils pensent que l'amour meurt. L'amour n'est pas mort, l'amour s'est transformé. Mais pour eux, vu que c'est ce qu'on leur a vendu et que pour eux c'est ça le bonheur, bah, qu'est-ce qui se passe? Vu que ça change, bah, ils pensent que c'est mort. Et très souvent, à partir de ce moment-là, les problèmes du début qu'on a essayé d'ignorer, bah, en fait, ils se présentent à nous. Ils sont là, on les voit et ça prend de plus en plus de place. Et à ce moment-là, on n'est plus heureux avec l'autre. Et tout ça, pourquoi? Bah, parce qu'au départ, on a cru au mythe. On a cru au mythe de l'amour et au mythe du bonheur. Merci Samir. Et tout ça, ben, c'est exactement le même mécanisme qu'au début. C'est cette fameuse adaptation hédonique, sauf que là, bah, ça a été appliqué à une personne, une situation particulière. Et ce qu'il faut intégrer ici, c'est que toutes les relations, mais vraiment toutes, passent par une transition. Les chercheurs distinguent deux choses. D'un côté, l'amour passionnel, le feu intérieur, l'obsession, le manque physique, et de l'autre, l'amour de compagnonnage. C'est la tendresse profonde, la complicité, la sécurité, le toi et moi contre le reste du monde. Et le mythe le plus toxique dans tout ça, c'est de croire que ça doit brûler à 10 sur 10 pour toute la vie. Que si la passion abaisse, c'est que quelque chose ne va pas. Mais en fait, pas du tout. La passion, elle doit baisser. C'est biologique. Aucun corps humain ne peut tenir cet état-là pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça serait épuisant et ça deviendrait invivable. Yubo Miski parle d'un esprit préparé. Les gens qui durent en couple, ce ne sont pas ceux qui ont le plus de chance, ce sont ceux qui savent que cette transition va arriver et qui, au lieu de paniquer quand la passion baisse, accompagnent le passage vers quelque chose de plus calme, mais beaucoup plus solide. En fait, on n'est pas en train de perdre quelque chose, c'est un changement qui est naturel et par lequel il faut passer. Et si on refuse d'y passer, eh ben, on va droit dans le mur. Et justement, le truc, encore une fois, que personne ne te prévient, c'est que on te vend justement cette flamme, cet incendie partout, cette passion qui brûle. Dans les films, dans les chansons, dans les pubs, on parle souvent de ce grand frisson, du coup de foudre, d'accord? Des papillons dans le ventre et le truc, c'est qu'une fois que ces papillons dans le ventre, ils s'en vont, ben, en fait, tu te sens trahi. Tu crois que tu as raté ta vie amoureuse, tu crois qu'il y a rien qui va. Alors qu'en vrai, en fait, ce qui arrive après l'incendie, bah, c'est encore plus beau. Ça peut être encore plus beau. Ça dépend si tu y es prêt ou pas, d'accord? Mais c'est qu'on passe d'un amour passionnel qui brûle à un amour qui est plus sage. L'amour, c'est comme un enfant. Au début, c'est très instable, ça s'enflamme pour rien. Dès que ça voit un papillon, c'est: «Oh waouh!» et c'est vraiment, ça court partout, c'est heureux pour rien et cetera. Mais une fois que ça grandit, bah, en fait, ça s'assagit. Ça devient plus stable. Techniquement, ça devient plus stable, quand tout se passe bien, Julien. Parce que des fois, ça peut être encore pire. Et Mais ben des fois, ça se barre en cacahuète. parfois, ça peut se barrer en cacahuète. Mais techniquement, un adulte, c'est censé être beaucoup plus stable qu'un enfant. Bah, l'amour, c'est exactement la même chose. Mais voilà, ça, personne ne te le dit, d'accord? Tout le monde reste fixé sur ce premier amour dont on parle là, qui s'enflamme. Donc voilà, donc toute cette espèce d'endoctrinement fait qu'on ne sait pas et on ne sait plus reconnaître le vrai amour quand il est là. Alors voilà, voilà, une croyance qu'on attaque aujourd'hui.
une croyance dominante qui serait je serai heureux quand j'aurai atteint mon objectif. Le diplôme, le poste, la maison, le compte en banque. Quand j'y serai, là, eh ben, ce sera bon. Tu sais quoi, moi, je serai heureux puis je serai épanoui. Et clairement, on prend une position qui est complètement à côté de la plaque. Et en fait, c'est un véritable piège. Parce que si on reprend ce qu'on a vu un petit peu avant, l'adaptation hédonique, elle va effacer le bonheur de l'atteinte en quelques semaines seulement. Donc si tu mises tout sur le moment où tu vas toucher le but, tu signes pour une déception garantie. En fait, tu travailles 10 ans pour un feu d'artifice qui va durer 3 jours. Et là, il y a un truc important. La science nous dit, et ça change tout, la différence entre la poursuite d'un objectif et l'atteinte d'un objectif, c'est la clé. La plupart des gens, et la plupart des livres de développement personnel d'ailleurs, mettent toute la lumière sur vas-y, tu vas atteindre ton rêve, tu vas accomplir tes ambitions, tu vas obtenir les résultats que tu cherches, comme si c'était le seul moment qui comptait. Tu sais, la ligne d'arrivée, c'est juste la ligne d'arrivée. Le reste, on s'en fout. Mais ce que nous dit la recherche, c'est complètement le contraire. Le bonheur, le vrai, le durable, il se trouve dans la poursuite, le chemin, si tu préfères. C'est dans le fait d'avancer vers quelque chose qui a du sens pour toi. Pas dans la seconde où tu touches le but, parce que cette seconde-là, ton cerveau l'efface aussitôt. Alors le fameux «je serai heureux quand», en fait, ben, encore une fois, c'est le plus beau piège du monde. Parce que malheureusement, il y a pas de fin. Une fois que tu atteint le truc, le bonheur, il va s'effacer. Ton cerveau, il va dire: «OK, bah, maintenant c'est bon, j'ai atteint, cet objectif, c'est quand le prochain? Quand est-ce qu'on repart?» Et là, bah, tu vas t'inventer plein de nouvelles choses. «Bah, je serai heureux quand j'aurai telle ou telle autre chose» et ça s'arrête jamais. C'est une roue de hamster. Donc j'espère que ce qu'on dit là, c'est clair. Des il y a énormément de gens, en fait, qui repoussent leur bonheur de promotion en promotion, de maison en maison et ça peut durer jusqu'à la retraite, d'accord? Et une fois que tu arrives à la retraite, bah, là, tu te dis: «Bah, toute ma vie, j'étais en train de courir après quelque chose, mais là, je me sens pas forcément mieux que ce que je pensais». Et là, on peut venir sur un deuxième sujet, l'argent. Parce que là aussi, on dit quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre. L'argent, absolument, ça compte. On aime en avoir. On aime pouvoir le dépenser. On aime pouvoir prévoir les choses, se pas sentir pris justement par le manque d'argent. Mais une fois qu'on a dépassé les besoins de base, manger, se loger, se soigner, eh ben, tout le reste, ça change pas grand-chose. Alors, je sais que c'est un discours qu'on peut facilement remettre en question en disant oui, mais ça, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui le disent, etc. En fait, c'est que une fois qu'on a nos besoins qui sont couverts, tout l'argent que tu auras en plus, et en fait, plus l'argent va augmenter, plus, oui, tu vas jouer sur ta satisfaction générale, mais la note de progression, elle est infime. Parce que ce poids-là, d'accord, c'est encore une fois, c'est hyper important. Mais le poids que ça représente dans la vie, quand c'est présent, d'accord, quand c'est absent, le problème est là, ok. Mais quand c'est présent et quand c'est présent en grande quantité, eh ben en fait, ça change pas grand-chose. Parce que sur ce que tu ressens vraiment de ta journée, d'accord, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, l'argent ne prédit quasiment rien sur comment tu vas te sentir dans ta journée. En fait, ce que Lyubomirsky nous dit, c'est le virus de l'opulence. En gros, l'idée, c'est que plus on est focalisé sur l'argent, la possession, le statut, plus on s'éloigne de ce qui nous nourrit profondément. Les liens, le temps passé avec les gens qu'on aime, les expériences qui nous font grandir. Et à force de courir après notre compte en banque et ce qu'il y a dedans et ce qu'on veut mettre dedans, eh bien, on va tout simplement remplacer des activités importantes et on va pas réussir à se nourrir. Prendre le temps de lire, par exemple, de jouer avec notre enfant, de marcher avec des amis. Bah, tout ça, ça devient presque irrationnel parce que bah, ça coûte cher en temps, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut s'occuper. Et en fait, on est juste en train de troquer ce qui nous rend profondément heureux contre quelque chose qui ne fait que nous rassurer sur un laps de temps, mais vraiment très très court, très limité. Et du coup, en clair, ce que la science nous dit, c'est qu'on ne met pas notre focus au bon endroit. Le problème,
c'est qu'on confond avoir plus et être mieux. Et le truc, c'est que c'est pas pareil du tout. Et je vais te le dire comme ça, de but en blanc. Tu peux avoir le compte en banque plein et te sentir vide à 6 heures du soir, seul dans ta belle cuisine ou dans ta belle maison. Tu peux avoir 3 fois rien et rire à table avec les gens que tu aimes. Et c'est le deuxième qui dort bien la nuit, d'accord? C'est peut-être dur à entendre comme ça, mais c'est comme ça. Et Julien, je veux dire, ce podcast, je l'adresse à toutes ces personnes qui, alors ça m'énerve quand j'entends cette phrase-là, mais qui te disent: «Je préfère, pleurer dans une Lamborghini que, être heureuse, dans une 2 chevaux ou dans une Clio». Bah, écoute, teste, teste et tu verras bien où ça va te mener. Peut-être qu'au début, tu vas être content, contente, mais Mmh. dans quelques mois, quand tu verras ta vie partir en cacahuète, quand tu verras qu'en fait, tout est fade, on en reparlera. Donc là, toi qui nous écoutes, tu te dis peut-être: «OK, bah, c'est sympa, d'accord, ce que vous nous partagez depuis tout à l'heure. Là, maintenant, mon moral, vous me l'avez démoli, d'accord, parce que je sais que le bonheur s'efface, que le couple, il s'éteint, que l'argent, il sert à rien. Bah, voilà, OK, merci. Merci pour mon humeur». Bah, de rien, on a envie de te dire. Mais voilà, le truc, c'est que ce qu'on veut t'inviter à faire, c'est de rester parce que justement maintenant, on va passer à la partie qui marche. On va t'expliquer comment tu peux faire pour, avec cette réalité, vivre mieux, vivre avec un bonheur peut-être un peu plus constant, quelque chose que tu vas maîtriser plutôt que quelque chose qui t'échappe. Et du coup, bah, on va te donner des outils que tu peux mettre en pratique dès demain. Donc la première chose ici, et c'est probablement la plus puissante de toutes, c'est que quand une chercheuse comme, Lyubomirsky écrit que la stratégie la plus robuste est 3 petits points, bah, tu t'arrêtes dans le bouquin, tu soulignes et surtout, eh ben, tu la prends et tu l'appliques comme elle est présentée. La stratégie la plus robuste pour booster ton optimisme, c'est, roulement de tambour, d'écrire 10 à 20 minutes par jour. T'écris tes espoirs, tes rêves, où tu veux en être dans 10 ans. Tu visualises bah, que ça se réalise, que ça s'accomplit. Tu décris le chemin et ce que ça te fera de l'atteindre. Le plus fou dans l'histoire, c'est que même 2 minutes par jour, ça suffit déjà pour rendre les gens plus heureux. Et d'ailleurs même, ça améliore leur santé. Si tu regardes le lien avec ce qu'on disait avant, c'est pas le fait d'atteindre les choses, c'est l'écriture du chemin, jour après jour. C'est la poursuite, la mise sur le papier. Tu nourris le voyage, mais pas la ligne d'arrivée. Alors, je te donne une mission ici. Pendant 7 jours, d'accord? Pas 30 jours, juste déjà 7 jours. Chaque matin, 5 minutes. Tu prends une feuille, tu prends un carnet, tu prends ta tablette, peu importe. T'écris à la main, c'est mieux. Et tu veux écrire où tu veux aller. Tes rêves, le chemin. Tu fais pas une liste de courses, ok? Tu mets tes vraies envies. Pendant 5 minutes, tu fais ça tous les jours, pendant 7 jours, et tu observes ce que ça fait à ton humeur, et tu viens le mettre en commentaire juste après. Et la deuxième chose, en fait, c'est d'apprendre à changer ta façon de voir le bonheur, de viser le bonheur. Donc, arrêtez de chasser justement des grosses choses intenses, mais de viser les petites choses. Parce qu'il y a une étude qui a suivi des gens de 18 à 94 ans pendant 13 ans. Ah bah tu vois 13 ans. Samir, je le savais. J'étais pas fou, je savais bien qu'il y a quelqu'un qui me suivait. Ah bah, attends, bah c'est ça, hein, tu été studié, Julien, tu as été étudié. On a été suivi, je le Suivi. savais. J'étais pas paranoïaque. Exactement. Donc toi qui nous Et écoutes, d'ailleurs, à c'est pas chaque parce fois que qu'on tu est sors de chez paranoïaque que toi. personne ne nous suit, hein? Aussi, aussi, aussi. Donc toi Eh, qui nous écoutes à partir de maintenant, regarde derrière toi, il y a peut-être quelqu'un qui te suit et qui va te suivre pendant 14 ans. Donc justement 13 ans, ça fait quand même une longue durée, une c'est quand même assez long pour pouvoir étudier les gens. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ceux qui vivaient, des petits moments positifs, bah, très souvent, ils vivaient beaucoup plus longtemps. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une corrélation potentielle entre le bonheur aussi et la longévité. Donc c'est, encore une fois, pas ceux qui vivaient des moments intenses, mais ceux qui vivaient souvent des petits moments de positivité. En fait, la fréquence, elle bat l'intensité. 100 petits moments positifs, 100 petits moments dont tu vas profiter, quotidiennement, ça écrase un seul gros moment. Le café chaud du matin, si tu apprends à en profiter, si tu apprends à le vivre, le fou rire avec ton enfant, la marche sous le soleil. Donc
Tous ces petits moments-là que tu prends un par un, ça a l'air de rien comme ça, mais mis bout à bout, bah, c'est ça qui te tient debout et qui va te faire vivre plus vieux et plus heureux, d'accord? Encore une fois, on est, Julien, dans de l'effet cumulé. On en parle très souvent de l'effet cumulé, pour atteindre des objectifs, mais en fait, ça marche aussi avec le bonheur. Très souvent, on va se dire: «Ben, dans 10 ans, je vais être heureux parce que j'aurai acheté ma maison». Ouais, mais tu vas attendre 10 ans. Tu vas galérer pendant 10 ans. Tu vas vivre pendant 10 ans dans quelque chose qui t'échappe, que tu n'as pas, d'accord? Alors que tous les jours, tu les vis ces petits moments positifs. Tous les jours, tu croises des gens qui te sourient. Tu vis peut-être, sous le soleil. Tu passes des moments, positifs avec ta famille et c'est ça, en fait, où on va te demander de mettre le focus et du coup, ben, le défi qu'on va te donner, d'accord? Ça va être qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas essayer de repérer 3 petits moments, juste 3, et tu vas prendre le temps de t'arrêter dessus 2 secondes pour les savourer. Si tu écoutes nos podcasts depuis un moment, en fait, ça ressemble à de la gratitude. C'est que si tu apprends à profiter de chaque petit moment chaque jour, à faire preuve de gratitude, eh ben, tu seras beaucoup plus heureux. Et si durant la journée, tu n'arrives pas à être présent, le soir, tu prends une feuille et tu notes 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude aujourd'hui. Revenons d'ailleurs sur l'argent ici. Parce que la science, elle nous dit pas juste, en fait, l'argent ne rend pas heureux, d'accord, même si ça y contribue. La science, en fait, elle nous donne 4 principes pour dépenser, investir notre argent de façon à être plus heureux. Et le premier principe, achète des expériences et pas des objets. Un objet, tu t'y habitues et le bonheur, il s'efface. Et du coup, il t'en faut un autre. Et il t'en faut encore un autre. Et il faut encore changer. Une expérience, un voyage, un cours, un concert, ça par contre, ça va rester en toi. Ça se transforme et ça te fait des souvenirs. Deuxième principe, c'est probablement le plus contre-intuitif. Dépense pas pour toi, dépense pour les autres. Alors, je suis pas en train de dire que tu dois couvrir les besoins de tout le monde et t'oublier, d'accord? C'est absolument pas ce qu'on est en train de dire ici. Mais arrête de concentrer tes dépenses sur ton petit bonheur personnel et contribue, partage, apporte aux autres, parce que c'est de là que tu vas tirer beaucoup plus de plaisir et de satisfaction. Il y a une étude où on donne 20 $ à des gens. Alors 20 $, tu te dis, bon, c'est pas grand-chose. On dit à une partie d'entre eux, tu vas dépenser cet argent pour toi, tu t'achètes ce que tu veux. À une autre partie, on dit, on te donne 20 $, mais ces 20 $, tu dois les investir, les dépenser pour quelqu'un d'autre. Donc il y a une partie qui les dépense pour eux. Il y a une autre partie qui les dépense pour les autres. Arrivé à la fin de journée, d'après toi, qui sont les personnes qui ont ressenti le plus de bonheur à la fin de la journée, quand ils repassent en revue ce qui s'est passé, comment ils se sentent à la fin? Eh ben, les données, elles sont claires là-dessus. Tu as plus de bonheur en donnant ces 20 $, en contribuant, en achetant, en aidant quelqu'un, que de les garder juste pour toi et de t'acheter un truc pour toi, pour ton petit plaisir auto-centré. Fais le test. Si tu jamais essayé, tu verras à quel point ça peut être vraiment enrichissant pour le coup. Troisième principe, achète-toi du temps. Le temps libre prédit beaucoup mieux le bonheur que l'argent pur. Et il y a peut-être une expression que tu connais, qui est que quand tu as de l'argent, une partie de ton argent, quand vraiment tu es à l'aise, tu peux appeler ça du fuck you money. Alors, on va se faire cancel, c'est pas grave, mais le fuck you money, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'une règle que j'utilise souvent dans mon quotidien qui est: «J'ai pas le temps pour ces conneries». Le fuck you money, en fait, va générer du bonheur dans le sens où tu vas pouvoir t'acheter du temps. Alors, tu pourrais me dire: «Mais le temps, ça s'achète pas». Si, le temps, ça s'achète. Je t'explique. Quand tu as la possibilité, en fait, de prendre une partie de tes finances pour te payer une place de parking, plutôt que de tourner pendant 3 heures pour essayer de trouver une place moins chère. Quand tu te permets, en fait, de prendre un vol plus rapide, plus court pour te payer ton voyage plutôt que de perdre 12 heures dans, des changements d'aéroport, bah, tu gagnes en bonheur. Quand tu as la possibilité de payer un service pour aller faire tes courses à ta place, pour faire ton ménage à ta place, bah oui, tu gagnes du bonheur. Mais attention, la seule condition, c'est je n'achète pas juste pour me dire allez, j'ai de l'argent, je le dépense. C'est de pouvoir dire je fais des choix en fait qui vont me nourrir beaucoup plus
et qui vont me permettre de connecter à d'autres choses, de passer du temps avec des gens que j'aime, de prendre soin d'autres personnes, de contribuer à un certain niveau à plein d'autres choses. Et là-dessus, je vais dire un truc qui va certainement faire grincer des dents beaucoup, beaucoup de gens. On est dans une société où on tape sur les riches dès que c'est possible de le faire. On leur tape dessus. Parce que c'est pas normal, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que c'est pas normal, parce qu'ils payent pas beaucoup de taxes, parce que c'est pas normal, parce que ceci, parce que cela. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut prendre la défense des riches et qu'en fait, ils ont bien raison, ils s'en foutent plein les poches et ils s'occupent pas du reste. Mais quand on regarde un peu plus ce qui se passe, eh bien, si tu compares une personne qui va effectivement cracher sur les riches et dire ouais, c'est pas normal, ceci, cela, et que tu compares une personne sur qui on crache et que tu regardes ce que fait l'un et l'autre, comment il contribue à d'autres choses, comment il participe à d'autres choses, comment il utilise son temps, comment il utilise ses ressources, eh bien, tu verras que bien souvent, le bonheur de celui qui crache sur les riches tient à qu'est-ce que je peux m'acheter de plus, qu'est-ce que je peux avoir de plus, qu'est-ce que je peux obtenir de plus pour moi, pour mon plaisir personnel, pour ma reconnaissance personnelle. Et de l'autre côté, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que ça règle le problème qu'ils ne payent pas assez de taxes, que ceci, que cela? C'est un autre débat. Mais c'est vraiment de comprendre que ça vient avant tout de nous et qu'en fait, tu dois, par rapport à l'argent, et la science nous le dit clairement, si tu dois t'acheter quelque chose, c'est du temps. Achète-toi du temps libre. Parce que ça va te rendre heureux. Pas l'argent pur, pas remplir ton compte en banque, pas t'acheter plein de trucs, pas avoir 15 bagnoles dans ton garage. Avoir du temps. Du temps, c'est la modalité, une des modalités les plus importantes et qui coûte le plus cher aujourd'hui. Achète-toi du temps. Du temps de qualité pour ce qui compte, avec les gens que t'aimes, et puis pour aussi accomplir des choses qui te nourrissent profondément, où tu contribues profondément. Donc je m'arrête là-dessus et que j'espère que le message est bien clair. Quatrième principe, tu payes maintenant et tu profites plus tard. Tu réserves ton voyage 6 mois à l'avance parce que il y a énormément de bonheur qui va ressortir de l'attente. Dans le fait de te réjouir à l'avance de quelque chose qui va arriver. Tu payes une seule fois, mais t'en profites 2 fois. Tu profites quand tu payes en disant c'est cool, je vais y aller, et t'en profites pendant que tu attends ton voyage. Et peut-être même d'ailleurs que tu pourrais profiter une troisième fois, bah, c'est quand tu vas vivre ton voyage et que tu vas vivre l'expérience à ce moment-là. On peut aussi justement parler, du couple, Julien, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et justement, ce que je vais te dire, c'est pas une formule magique, hein, d'accord? C'est plus du bon sens. Mais le 1 truc qui est puissant, en fait, c'est d'apprendre à apprécier. C'est de dire à l'autre ce que tu apprécies chez lui et de lui dire à haute voix, d'accord? Tu le gardes pas dans ta tête. Non, tu l'exprimes et de lui dire régulièrement. Pas juste le jour de la Saint-Valentin ou de son anniversaire, non. D'essayer de le dire tous les jours ou au moins toutes les semaines. Parce que le couple, il s'éteint quand on commence à tout prendre pour acquis. Quand chaque jour devient le même. Quand l'un doit deviner les besoins ou les ressentis de l'autre. Et la seule façon d'arrêter de prendre quelqu'un pour acquis, en fait, c'est déjà de le remercier ou de lui dire qu'elle ou qu'il compte pour nous. D'accord? Et c'est important de le faire encore et encore parce que peut-être qu'on se dit tous: «Ouais, mais je l'ai déjà dit». Voilà, la personne le sait. Ah non, en fait, elle le sait pas. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas parce que en fait, chacun d'entre nous, on on a nos problèmes. On a notre quotidien à gérer. On a plein de choses, dans notre tête. On vit de la charge potentiellement même mentale, d'accord? Alors si l'autre est pas là pour nous répéter ou nous rappeler à quel point on compte pour elle ou pour lui, bah, au bout d'un moment, on finit par l'oublier et c'est tout à fait humain, d'accord? Parce que ça, Julien, c'est quelque chose que j'entends très souvent, des personnes qui disent: «Ouais, mais je le dis, c'est bon, arrête de me demander de te le dire, je te le dis déjà suffisamment». En fait, tu ça ne sera jamais suffisant parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on vit avec nos doutes, on vit avec nos peurs, on vit avec nos craintes, on vit avec nos problèmes et à certains moments, bah, ça fait du bien de savoir qu'on compte encore pour l'autre. Donc il y a ça et puis il y a un autre truc justement qui est, qui est assez beau et que les chercheurs appellent le phénomène Michel-Ange. Bon, alors on a déjà parlé de Michel-Ange, d'accord. En fait, Michel-Ange, il voyait, l'ange dans le bloc de marbre. C'est-à-dire qu'il avait un bloc de marbre devant lui et lui, avant même de sculpter, il voyait déjà
son œuvre dans le bloc de marbre. Lui, en fait, Michel-Ange, ce qu'il disait, c'est que: «Je ne taille pas le bloc de marbre, je libère mon œuvre». D'accord? Je libère mon œuvre de ce bloc de marbre. Bah, en fait, le couple, c'est exactement la même chose. Ton rôle, c'est de voir la meilleure version de l'autre et de tout faire pour l'aider à devenir cette version. En fait, tu sculptes l'ange qui est déjà là. Et Julien, ça me rappelle une parole, en fait, qui est issue principalement de ma religion. Le prophète de l'islam disait à certains de ses adeptes: «Quand tu n'aimes plus quelqu'un, c'est-à-dire ta femme ou ton mari, en fait, prends le temps, en fait, de méditer sur ses qualités. Oublie les choses qui t'énervent chez elle. Juste prends le temps, pendant un petit moment, de te rappeler des qualités que cette personne est là, des belles choses qui existent chez cette personne et essaye de te focaliser dessus. Parce que parfois, en fait, tu sais, il y a des choses qui nous agacent chez l'autre et ça prend de plus en plus de place. C'est comme si tu avais une feuille et tu avais une petite tache au milieu. En fait, tu as plein d'espace sur la feuille qui est encore disponible, d'accord? Sur lequel tu peux écrire plein de choses. Mais toi, tu restes focalisé sur la tâche, alors Mmh. que cette tâche, c'est pas grand-chose. C'est même pas 5% de la feuille. Donc ça, c'est vraiment un truc à garder à l'esprit, c'est que ça va être important pour toi de te focaliser sur les choses positives de ton compagnon ou de ta compagne, d'accord? Et de faire en sorte de les bellifier, d'accord? De les bonifier encore plus. Et le dernier truc justement que je voulais ajouter, Julien, avant de te laisser, la parole, c'est un truc qui est très simple, c'est que quand l'autre te raconte une bonne nouvelle, bah, en fait, réjouis-toi avec elle. Sois enthousiaste, d'accord? Et quand je te dis d'être enthousiaste, c'est vis cet enthousiasme avec des yeux qui brillent, avec des gestes, vraiment de le montrer. Ne casse pas l'autre parce que trop souvent, Julien, ça arrive ça de casser l'autre de: «Ouais, mais non, mais attention, attention, tu vois? Sois pas trop enthousiaste». Non, 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 non. Vraiment, sois content avec la personne. Célèbre, d'accord? Et célèbre même pour des petites choses. À chaque fois que ton compagnon ou ta compagne vient te raconter quelque chose de positif, vis la chose avec elle. Mets de côté ton pessimisme et vis la chose avec elle. Alors, il y a une dernière chose, et peut-être une des plus belles, je trouve. On a beaucoup parlé du fait que ton cerveau, il efface, il gomme le bonheur. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille, et celui-là, il peut te sauver. Ce même mécanisme qui efface le bon, eh ben, il efface aussi le mauvais. En fait, les chercheurs appellent ça l'immunité psychologique. Quand un malheur te tombe dessus, alors, t'es certain sur le moment que tu ne t'en remettras jamais. Et pourtant, presque toujours, tu t'en remets. Plus vite et plus fort que tu ne le croyais. Ton esprit y cicatrise, un peu comme le corps le ferait. T'es beaucoup plus solide que tu ne le penses. Mais vraiment. Et ça, c'est peut-être la nouvelle la plus rassurante de tout notre épisode aujourd'hui. Donc voilà, toi qui nous écoutes, retiens ça, que le bonheur n'est pas un endroit où tu arrives un jour et où tu poses tes valises. Ça n'existe pas. Cet endroit-là, il est juste imaginaire. Le bonheur, c'est juste une façon de vivre. C'est une façon de marcher. C'est toutes les petites choses que tu remarques en chemin, d'accord? C'est les petits moments que tu décides de savourer là, dans le moment présent, maintenant, au lieu de le remettre à plus tard en attendant d'avoir quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait. C'est que tout ça, c'est entre tes mains. Et le rôle de la systémique du bonheur, c'est de redonner le pouvoir à l'individu. C'est de mettre le focus sur des choses dont on a le pouvoir. Donc, Mhm. au lieu de mettre le pouvoir de ton bonheur dans une maison que tu n'auras peut-être pas. Tu sais pas si les conditions seront réunies. Peut-être que dans 10 ans, il y aura la guerre. T'en sais rien, en fait. Tu pourras plus du tout avoir accès à cette maison. Julien, je pense à tellement de gens qui encore aujourd'hui disent, tu sais, ils ont 40 ans et cetera et qui disent: «Oh, je serai heureux quand j'aurai, ma retraite», alors que la retraite, elle est constamment, repoussée et repoussée Repoussé. et repoussée. Mhm. Donc tu sais même pas si tu vas avoir accès à cette retraite. Donc la Ouais, puis chose à tu sais faire, pas dans quel état tu seras non plus à ta retraite. Et tu sais ouais, même pas combien de temps ça va durer. Fait tu que sais si même tu pas, ouais. mises tout ton bonheur sur, peut-être les 6 mois, les 2 ans, les 10 ans, les 20 ans de retraite que tu auras, c'est un pari, va jouer au casino, tu as plus de chances de gagner. Ouais, bah, totalement, Julien. Tu sais, il y a pas très longtemps encore, j'ai un ami qui me parlait de son professeur qui, tu sais, bon, il était passionné par ce qu'il faisait et qui attendait vraiment avec impatience la retraite pour commencer à vivre. Et il avait plein de projets. Il Mmh. attendait la retraite et Mmh. malheureusement, alors ce que je vais dire, c'est un peu déprimant, mais malheureusement, dès qu'il a eu sa retraite, il est parti. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est qu'on repousse tout le temps le bonheur à Mmh. des choses qui sont pas entre nos mains. Donc apprenons dès aujourd'hui à vivre le bonheur
au travers des choses qui sont entre nos mains. Exactement. Alors, par rapport à tout ça, on va pas te demander de tout changer, d'accord? On va te demander une chose, c'est de choisir un outil, un seul. Alors, dans tout ce qu'on t'a dit, écrire 5 minutes le matin, remercier quelqu'un ce soir, savourer 3 petits moments dans ta journée ou juste un seul, d'accord? Teste. Teste pendant une semaine, 7 jours d'affilée, fais-le et vois ce que ça donne et puis, bah, tu nous tiens au courant. Totalement, Julien. Et bah, toi qui nous écoutes, reviens nous le dire une fois que ça aura changé. Ou même tout de suite, reviens nous dire un petit peu ce que tu penses de ce qu'on te partage. Peut-être que tu le vis déjà, tout ça. C'est en testant ça au quotidien, dans ta propre vie, que tu vas comprendre que tout ça, bah, c'est pas de la théorie, c'est du réel et ça fonctionne. Donc, Julien, on avait commencé par une question au départ bah, pourquoi le bonheur fond même quand on obtient tout ce qu'on voulait. Bah, maintenant, tu as ta réponse parce que ton cerveau, eh ben, il s'habitue à tout. Le mécanisme qui efface le bonheur de ta voiture neuve, c'est le même qui éteint la passion du début et c'est le même aussi qui te fait croire que tu seras heureux quand il y aura autre chose. Une seule cause derrière toutes ces histoires, c'est l'adaptation hédonique. Et à l'issue de tout ça, c'est pas de courir plus vite sur le tapis roulant qui est important, c'est de descendre du tapis et d'arrêter de viser la ligne d'arrivée pour profiter un peu plus du chemin. De chercher à progresser plutôt que d'atteindre un résultat à tout prix, de remercier au lieu d'accumuler. C'est simple, hein, c'est validé par la science, mais ça ne tient qu'à toi maintenant de l'appliquer. Julien, on va refaire un dernier récap parce que c'est important de répéter les choses Mhm. plusieurs fois pour que ça rentre, d'accord? Donc, il y a 3 choses à garder à l'esprit. La première chose, c'est que le bonheur, il s'efface tout seul. C'est l'adaptation hédonique, comme tu viens de le dire, et c'est pas de ta faute. C'est quelque chose de naturel. La deuxième chose, c'est que le fameux «je serai heureux quand?» en fait, c'est un piège. Le bonheur, il est dans la poursuite, il est pas dans l'atteinte. Et la troisième chose, c'est que ce qui marche réellement, c'est d'écrire ses rêves le matin, de viser, les petits moments positifs, quotidiens, de dépenser pour les autres et pour des expériences et aussi de remercier les gens qu'on aime et de leur dire. Je vais terminer ici avec un dernier petit point de ce que nous dit la science. Il vaut mieux 100 petits moments où tu vis des choses, où tu progresses, où tu avances, où tu fais des expériences, plutôt que de miser l'intensité à tout prix. Et à chaque fois, c'est les petits moments qui gagnent. Donc, là-dessus, la prochaine fois, on va aller traiter un autre sujet. On va entrer dans ton cerveau. Parce que on s'est toujours dit quelque part que les troubles mentaux, l'anxiété, la dépression, bah, c'était des problèmes chimiques, de pensée, d'émotion. Mais il y a autre chose qui est en train de mettre un petit peu le bazar dans toute la recherche, et il y a une question. Et si, en réalité, c'était un problème d'énergie? Des troubles du métabolisme du cerveau. Et si au final, ton cerveau, il était simplement à court de carburant? Imagine une ville où, les lumières, ils se mettent à clignoter, où les feux, ils déconnent, où tout part dans tous les sens. Bah, on peut accuser chaque lampe une par une, ou on peut aussi se poser une seule question: «Est-ce que la centrale électrique tourne encore?» Et en fait, c'est ça l'idée du prochain épisode. Donc merci à toi d'avoir été là jusqu'au bout. Si un seul point de ce qu'on t'a partagé aujourd'hui t'a fait tilter, grincer des dents peut-être, voir sous une nouvelle perspective, bah tu sais quoi? C'est bien parce qu'on gagne du terrain et on fait progresser les choses dans ta tête et dans ton expérience. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, N'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.